L'enregistrement, vous allez avoir une petite fenêtre normalement qui apparaît pour vous dire que ça enregistre. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien la présentation? Je te confirme. Donc, Parfait. la parole est à toi. Donc, bonjour à tous. Mais merci de votre présence. Puis, j'espère que vous allez bien. Puis, ça va être un dîner vraiment orienté sur une discussion par la suite, puis aussi de présenter un peu les grandes étapes de la présentation. Donc, la présentation, elle va aller autour du guide d'appropriation des connaissances sur les eaux souterraines. Puis, pour réaliser ce guide-là, a été fait en collaboration avec la MRC de Val-Saint-François et la MRC de Quaticook, aussi en partenariat avec le COGESAF. Puis, puis le guide vise à des fins d'intégration dans le schéma d'aménagement et de développement. Par la suite, je remercie aussi l'RQS pour la tribune de la présentation. Donc, le plan de présentation, je vise entre 15 et 20 minutes de présentation suivant la structure qui est présentée à l'écran. Puis par la suite, le temps est du temps de la fin de la présentation jusqu'à les alentours de 1 heure à répondre au questionnement. Donc, comment ça va être présenté? Ça va être la conceptualisation du guide, ses objectifs, sa structure, le contexte à la pratique et la suite de sur quoi ça a mené aussi le projet. Donc, pour démarrer la conceptualisation du guide, ça ne s'est pas fait en une seule étape, ça s'est fait sur plusieurs mois et ça s'est échelonné en années aussi. Donc, la première étape, avant 2021, il y a eu le contexte des travaux. C'est que ça a été réalisé lors du PACES-ESTRI, qui est le programme d'acquisition des connaissances en eaux souterraines, afin d'inciter des acteurs régionaux à identifier les mesures de gestion durable des eaux souterraines et de les insérer dans les plans directeurs de l'eau des organismes de bassin versant, COGESAF et COBARE. Ces travaux-là ont été faits par l'INERS et par un étudiant à la maîtrise, Renaud Deville, qui a travaillé à comment on pouvait utiliser les eaux souterraines, puis comment ça pouvait être utilisé dans les programmes, dans les plans directeurs de l'eau. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'il y a de quoi à faire avec les schémas d'aménagement, l'aménagement du territoire, sa planification territoriale, et donc, il y a eu un remue-ménage qui manquait comme un peu un morceau de casse-tête pour arriver à ça. Par la suite, en 2021, il y a eu l'élaboration du guide de l'essai-projet qui a porté sur l'intégration des mesures de protection sur les eaux souterraines dans les schémas d'aménagement et de développement des MRC. Ces travaux-là ont permis de faire ressortir les connaissances clés sur les eaux souterraines pour les aménagistes, d'identifier les besoins et les limites en matière de protection de l'eau souterraine et de proposer des outils d'intégration de l'eau souterraine dans l'aménagement du territoire. Donc là, c'est là qu'on a fait des rencontres de collaboration pour discuter, voir où est-ce que sont les blocages, pourquoi ce n'est pas intégré, et ainsi de suite, qu'on va voir un peu plus en détail comment ça a été fait, toute cette démarche-là. En 2022, c'est là qu'on a diffusé, aujourd'hui, qu'on diffuse le guide et de tout ce processus-là, de comment ça peut être vulgarisé, comment ça pourrait être utilisé. Par la suite, donc, en 2022, c'est que ça clôt ce sujet-là au niveau de l'appropriation des connaissances. Donc là, on ferme cette boîte-là pour en ouvrir une nouvelle qui va être plutôt sur le développement d'une stratégie de gestion collaborative aux eaux souterraines dans la région des anciennes lagunes de Mercier, que je vais aussi en parler à la fin. Donc, concrètement, un peu plus, c'est quoi l'apport qu'il y a eu avec ces travaux? C'est vraiment un processus d'intégration de connaissances de l'eau souterraine dans les schémas d'aménagement. Donc, puis, en deuxième, c'est de définir le rôle de l'aménagement du territoire. Donc, c'est quoi? Puis, on a réussi à définir avec la table de discussion qu'il y a deux rôles principaux qui est la protection des zones de recherche qui doit se faire au niveau régional et la protection des sources d'eau potable qui se fait localement au niveau des municipalités. Puis, au niveau du processus, donc à l'étape 1, le processus des connaissances, on a ciblé avec la multitude de données qu'on reçoit avec les programmes d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines, on a une multitude de cartes, d'informations qu'on s'est
plus ou moins des fois qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, selon l'aménagement du territoire. Donc, le premier rôle, ça a été d'identifier les connaissances qui étaient utiles et utilisables pour l'aménagement du territoire par les experts. Ensuite, une fois qu'on a fait le tri qu'on pouvait juger pertinent pour l'aménagement du territoire, c'est de transférer les connaissances des eaux souterraines vers les acteurs clés. Donc, ça peut être des aménagistes, des décideurs, des acteurs de l'eau, les personnes qui vont devoir mettre ça en pratique et de gérer ça pour être capable de parler le même langage. Donc, d'arriver, de se comprendre, de savoir c'est quoi que ça veut dire tel terme technique, puis dans les deux sens aussi. Donc, les termes techniques utilisés en aménagement du territoire, de pouvoir les comprendre pour savoir qu'est-ce qui est applicable puis qu'est-ce qui ne l'est pas applicable dans le réel. Par la suite, une des étapes qui était cruciale qu'on s'est rendu compte, c'est l'accompagnement. Donc, vraiment accompagner les acteurs, d'avoir des experts qui sont en mesure de répondre aux questions techniques de l'eau souterraine, mais aussi de voir comment ça peut s'arrimer dans tout le cycle, puis de tout comment on peut réfléchir pour arriver avec des solutions. Enfin, une fois qu'on a tous ces volets-là, on était en mesure, après ça, d'intégrer ces connaissances-là sur les eaux souterraines dans le schéma d'aménagement, puis de prioriser des zones de recherche, que ça va être la prochaine étape qui va être cruciale dans cette intégration-là. Donc là, c'est vraiment la mise en contexte que j'ai mis du pourquoi ça a été fait, comment on est arrivé un peu tout, puis donc au niveau du guide, ça va se préciser un petit peu plus avec la démarche, sa structure, comment le guide est un peu plus fait. Donc, en premier lieu, le guide, on présente vraiment c'est une boîte à outils, une démarche, mais qui n'est pas qu'il ne faut pas suivre comme une recette de cuisine. C'est vraiment, on s'en inspire, ainsi de suite, pour arriver à une priorisation. Donc, d'abord, on fait l'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre territoire qui nous permet d'identifier nos informations qui sont importantes. Donc, on est vraiment dans la première étage, le niveau 1. Donc, on ramasse le maximum d'informations qu'on possède sur les eaux souterraines, sur le milieu biophysique, le milieu naturel, le milieu humain, et ainsi de suite. Par la suite, notre deuxième étape, on fait une analyse territoriale. Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui nous permet d'analyser? Donc, il y a deux méthodes. Dans le guide, c'est une méthode plutôt manuelle qui est employée. Donc, si, par exemple, on n'a pas accès ou on n'a pas d'expertise en géomatique, on peut faire quand même la procédure qui est vraiment du tracé manuel, de l'analyse de cartes, qu'on est capable de le développer. Par la suite, lors des ateliers PACES, qui a été fait avec le RQES pour la majorité à vrai dire, pour toutes les régions des PACES, ils proposent une méthode plutôt automatisée avec l'usage de la géomatique qui permet de cibler, selon les questions qu'on se pose, les territoires qu'on aura besoin de cibler. Donc, une fois on arrive à l'étape 3, que là, on a plusieurs sites, donc une cinquantaine, une centaine de sites qui seraient potentiellement à protéger sur notre territoire. Mais on ne peut pas se dire qu'on doit tout protéger ça en même temps. Ça serait dur à mettre en application. Donc, là où il y a eu un apport important, c'est au niveau de l'étape 4, qui est la priorisation des zones à protéger. Cette priorisation-là des zones de protéger, c'est de cibler lesquelles en premier, on doit agir, parce que soit avec deux paramètres qu'on a établis qui étaient importants, c'est que s'il y a présence de dégradation et la quantité d'usagers qui est soumis à cette dégradation-là. Et enfin, on explique à l'étape 5, donc c'est quoi la situation, pourquoi ces zones sont priorisées, puis c'est quoi un peu plus le descriptif pour nous permettre à expliquer ça auprès des citoyens et des élus, même auprès du gouvernement, pourquoi on souhaite protéger ces territoires-là, puis c'est quoi leur rôle crucial dans tout le cycle de l'eau et au sein pour l'approvisionnement, sa qualité, sa quantité. Puis finalement, une fois qu'on a fait toute cette procédure-là qui est expliquée, on regarde qu'est-ce qui existe actuellement pour l'intégration des connaissances sur les eaux souterraines par l'intermédiaire des outils de planification territoriale et réglementaire, donc lesquels on fait une proposition d'outils à la suite d'entrevues, puis aussi de lecture, de revues de lecture des schémas d'aménagement et municipal, qu'est-ce qui a déjà été utilisé, puis comment on pourrait les utiliser, donc en donnant des exemples sur quoi leur utilité, puis comment on pourrait se faire. Par la suite, au fur et à mesure qu'on a développé la méthode, on s'est rendu compte qu'il y avait des défis qui étaient actuels, puis aussi futurs, puis aussi des recommandations.
Donc, je ne fais pas l'énumération de l'ensemble des défis qu'on a rencontrés, aussi des recommandations. J'en ai choisi quelques-uns que je jugeais pertinents et crucial à tenir en compte quand on fait cette démarche-là. Donc, un des premiers défis, c'est l'échelle multiscalaire. Les résultats qu'on obtient, c'est des résultats qui sont à l'échelle régionale. Donc, c'est des grands pixels, c'est des grandes surfaces, on a beaucoup de données, mais ce n'est pas sur une échelle de la taille d'une maison. Donc, il faut être capable d'adapter cette donnée-là, de l'évaluer, puis de faire attention sur notre interprétation. Souvent, on va avoir besoin d'études supplémentaires, mais locales, pour mieux connaître c'est quoi le contexte dans le lieu. Aussi, les outils techniques ne suffisent pas. Ce n'est pas juste en remettant un guide, hey, voici, appliquez ça, puis ça va régler vos problèmes. Il ne faut pas le voir juste de même, c'est vraiment d'apporter ça, de collaborer, d'avoir des personnes ressources, et ainsi de suite, vraiment de faire un travail de co-création pour arriver à des résultats. Par la suite, au niveau des défis, une des complexités qui arrive, c'est que les notions hydrologiques se complexifient à l'appropriation des connaissances par les acteurs et les décideurs. C'est que l'eau souterraine, il faut investir du temps. C'est des notions qui ne sont pas faciles, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visuel comme notion. Donc, c'est vraiment un temps d'adaptation. Puis, on n'a pas nécessairement énormément de temps à consacrer sur une seule thématique pour le mettre en application. D'où l'accompagnement, puis aussi d'avoir les personnes ressources pour pouvoir avoir à mieux cerner les notions hydrologiques, puis comment on peut l'appliquer, puis voir est-ce qu'on est dans la bonne direction. Un autre défi, ça a été le support politique. Dans le support politique, c'est super important d'avoir une volonté politique de protéger ces zones de recharge-là, puis de travailler à une échelle régionale, donc de travailler sur des grandes surfaces, parce que l'eau n'est pas délimitée par des régions administratives. C'est pas telle municipalité finit à tel endroit, l'eau à coupe, c'est vraiment à l'échelle d'un bassin versant et des MRC qu'il faut travailler. Ce qui m'amène avec le support politique dans mes recommandations, qui est dans cette volonté-là politique, c'est d'avoir une orientation gouvernementale d'aménagement du territoire sur la gestion intégrée de l'eau qui permettrait d'assir des balises et un peu le travail qui sera à faire pour arriver à cette protection-là, puis de développer même des outils de planification qui pourraient aider les aménagistes à faire le travail pour cibler ces territoires-là. Par la suite, une autre recommandation, c'est qu'il y a l'accompagnement, un peu qu'est-ce que je répète depuis le début, que je juge fondamental dans ces approches-là, que ça aide à avoir un besoin de formation, un besoin d'accompagnement pour arriver à mieux cerner les problématiques, puis d'avoir vraiment l'ensemble des pièces du puzzle pour comprendre ce système qui est dynamique, qui est aussi un système complexe. Finalement, avec les recommandations, c'est soutenir les idées créatives. Donc, il y a des propositions qui sont faites à l'intérieur du guide, mais il ne faut pas s'empêcher de sortir de ces sentiers et de voir comment ça peut être utilisé, quel outil on peut utiliser, est-ce qu'on peut en jumeler. Donc, vraiment d'aller dans un processus aussi créatif, de voir qu'est-ce qui est possible. Puis, aussi, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, des fois, les enjeux sont réels et actuels, puis même en ce moment, il y en a certains qui sont plus criants. Puis, finalement, il faut tenir compte de la préoccupation des enjeux locaux. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe dans un territoire? On ne peut pas appliquer systématiquement qu'est-ce qui a été fait, par exemple, dans la MRC de Quaticook. On ne peut pas faire un copier-coller dans la région des Laurentides ou dans une autre parce que ce n'est pas les mêmes dynamiques qui se passent. Finalement, tous ces travaux-là ont permis de faire une boucle avec les connaissances. Puis, le prochain processus où que moi, je me lance, c'est au niveau du développement d'un processus qui est collaboratif, qui est mon projet que je vais faire durant 4 ans, sur la gouvernance régionale des ressources en eau souterraine dans la région de Saint-Rémy et des anciennes lagunes de Mercier. Donc, de voir comment ce processus-là peut s'intégrer et de voir une collaboration, puis de voir un peu plus les rouages, comment ça pourrait se faire. Ce qui termine ma présentation, puis qui laisserait place par la suite à une période de discussion soit plus approfondie au niveau du guide, des questionnements, et ainsi de suite, qu'on va être disponible à répondre. Donc, je vous remercie de votre attention. Parfait, merci Jimmy.
Donc, je vous avais invité à consulter le fameux guide en question dans les différents envois courriels. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs.